Alors ce soir, Jean-Louis Romoga, c'est toujours à la barre, toujours fidèle. Sans lui, bien sûr, cette émission ne serait pas possible. Et nous avons le plaisir de recevoir, en plus, nous avons le plaisir, et puis je dois dire, j'ai le plaisir de recevoir un compatriote qui va venir illuminer de sa voix chantante. Que dirais-je? Oh là, on me corrige, en fait, oui. Deux compatriotes. Oh là là, décidément, la fatigue effectue son œuvre. Donc, à ma droite, Charles Robin. Bonsoir. Et à mon extrême droite, Pascal Esséric. Oui, on a beaucoup de choses sur la table, et notamment le livre, le très bon livre de Charles Robin. Voilà. Ne dévoilez pas tout, mon cher Pascal. Alors oui, je précise quand même que je reçois Charles Robin, qui est un jeune philosophe, qui vient de sortir un livre qui est sûrement un des essais les plus importants de cette fin d'année, qui s'intitule La gauche du capital, sous-titré Libéralisme culturel et idéologie du marché, aux éditions Crisis, préfacé par notre ami helvétique David Lépée, qui est aussi un collaborateur d'Éléments. Alors, je citais la revue Éléments, bien entendu, les auditrices et auditeurs fidèles de notre émission se rappellent que Pascal Esséric n'est autre que le maître d'œuvre. Il est le capitaine au long cours de cette vénérable revue, ce vénérable trimestriel, donc Éléments, qui sort toujours donc depuis 1973. Et dont la dernière livraison est parue il y a plus d'un mois, je crois, et dont il va nous parler avec des différentes contributions. Mais le corps de l'émission sera bien sûr constitué par ce que sous-tend le sujet qui est mis en avant par le livre de Charles Robin, qui, pour faire simple, nous allons y revenir, prolonge en tout cas les travaux de Jean-Claude Michéa, qui ont été hautement féconds pour notre famille de pensée. Hein. Et d'ailleurs, Élément a joué un rôle dans la diffusion un petit peu de l'œuvre de Michéa, de son apport surtout à la pensée critique et au décryptage fondamental de la société contemporaine, en particulier ses facettes libérales. Alors, nous reviendrons sur le numéro d'Élément, cher Pascal, donc en fin d'émission. Nous allons je vais tourner mon regard vers mon compatriote Charles. Nous avons fréquenté les bancs de la même université. D'ailleurs, ça s'entend moins. Voilà. Oh, mais non. Il faut être exilé comme moi depuis bientôt 2 décennies à Babylone-sur-Seine pour avoir encore quelques relents quelques bribes de notre cher Midi. Alors, Charles, véritablement, cet ouvrage est marquant. D'ailleurs, vous êtes exprimé très récemment, avec Pascal était là également, à Montpellier le 5 décembre dernier, dans une salle qui a attiré quand même un certain public. Et donc, vous pouvez dire dans quelques mots avant de revenir sur l'ouvrage en tant que tel. Oui, alors on a organisé une conférence à Montpellier, donc ville dans laquelle je réside et j'exerce comme enseignant en philosophie. Et donc on a organisé cette petite conférence avec Alain de Benoît, David Lépée auquel vous faisiez référence tout à l'heure. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est à l'occasion de son invitation à votre émission qu'il me semble que vous aviez lancé une invitation me concernant. Et j'avais le plaisir d'ailleurs d'y répondre favorablement par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et donc je suis ici ce soir puisque donc ça prouve que nous sommes entre personnes de parole. Si tu veux bien, Charles, on se tutoie, qu'on le faisait. Voilà, on est sur Méridien Zéro, là, on fait pas semblant. Nous sommes sur Méridien Zéro, donc c'est aussi une émission conviviale. Un peu au coin du feu, comme un auditeur nous l'avait fait remarquer gentiment. Et c'est vrai que si on peut donner cette impression d'avoir une conversation entre gens de bonne foi et de bonne intelligence, comme nous étions au coin du feu, il manque plus que le pinard. Les cheminées seront bientôt interdits, n'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Là, on n'est pas encore là, mais c'est vrai que ça nous pend au nez. Donc oui, Charles, cette conférence a été... Donc cette conférence est très bien déroulée. On a eu un public extrêmement varié. Donc j'ai même eu l'occasion de remarquer que des étudiants avaient fait le déplacement depuis Toulouse pour assister à la conférence. Des participants qui venaient un petit peu de tous les milieux, de tous les horizons politiques. Et ça d'ailleurs, ça me permet de faire une toute petite mise au point, si vous me permettez, en guise de préambule, puisque justement j'ai à cœur, et je pense que ça se ressent dans ce que j'ai pu exprimer jusqu'à présent, j'ai à cœur de m'adresser à un public extrêmement varié, le public le plus large possible, puisque comme j'ai eu l'occasion de le dire, et je le répéterai autant qu'il faudra, je m'adresse essentiellement à des gens, ce qu'on appelle des gens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un concept, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les classes de sociologie. Les gens, c'est ce que certains appellent le peuple, par exemple, c'est-à-dire ces gens ordinaires auxquels font référence Michéa et
George Orwell dont Michéa s'inspire, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, dans une situation qu'ils constatent et dont ils subissent certaines conséquences, se posent un certain nombre de questions et puis essayent de trouver les réponses un petit peu là où ils peuvent, à l'ombre, disons, des circuits médiatiques officiels. Et parmi ces gens, eh bien, certains s'intéressent aux travaux de tout un tas d'intellectuels ou de responsables d'organisations. Et je m'adresse à ces gens-là, je m'adresse à ces gens qui se posent des questions et qui cherchent des clés de compréhension, des clés d'interprétation de la situation actuelle. Et on m'a reproché dernièrement certaines accointances, comme il a été dit, certaines fréquentations. Notamment, j'ai donné un entretien à l'équipe d'égalité et réconciliation Languedoc-Roussillon, qui a eu la gentillesse de bien vouloir prêter main forte lors de l'organisation de cette conférence. On en a aussitôt déduit que j'entretenais certaines liaisons dangereuses, certaines relations pour le moins équivoques. Au resco référence. Avec certaines organisations politiques, donc je clarifie les choses, je pense, une fois pour toutes. J'aimerais bien ne pas avoir à y revenir. Je parle à toutes les personnes qui veulent bien m'entendre. Je parle à toutes les personnes qui me tendent le micro, comme vous le faites actuellement, et je vous en remercie, c'est tout à votre honneur, puisque comme vous le savez, je viens d'un milieu donc que j'appelle, je dois assumer cette appellation, l'extrême gauche, et je ne cherche absolument pas, contrairement à ce qui a pu m'être dit, à régler des comptes personnels avec mon ancienne famille politique. Au contraire, ce qu'il faut bien comprendre dans le sens de ma démarche, c'est que mon engagement à l'extrême gauche a été motivé pour des raisons que je pourrais qualifier de philosophiques avant de les qualifier de politiques, qui m'amènent aujourd'hui à m'adresser à toutes les personnes qui veulent bien m'entendre. Je pense que ce clivage gauche-droite, dont on aura l'occasion de reparler par la suite de l'émission, ce clivage entretient de fausses rivalités, et ce sont ces rivalités précisément que j'essaye, par mon travail, de lever en montrant en quoi elles participent de la logique de la domination. Donc je m'adresserai, et je le dis une fois pour toutes, à toutes les personnes qui voudront bien me tendre le micro, dès lors que leur démarche sera fondée sur une logique d'honnêteté et de dialogue. Je discute avec toutes les personnes douées de raison, et il me semblait que les humanistes nous ont légué en héritage le fait que l'homme était d'abord un être doué de raison. À partir de là, je ne suis pas responsable des opinions ou des options idéologiques personnelles des individus auxquels je m'adresse. Je ne sonde pas les consciences ni les lis. Donc à partir de là, je m'adresse à toute personne qui veut bien m'entendre. Et sur ce, j'espère que le message sera entendu. Juste une petite question, Charles. Depuis que vous avez commencé à accorder des entretiens, soit Éléments par exemple, ou depuis le livre, est-ce que des structures justement clairement engagées à l'extrême gauche vous ont contacté ou pas? Bon, je pense par exemple, vous avez publié dans un ouvrage de l'Échappée. L'Échappée est un éditeur qui vient du mouvement libertaire et qui, je crois, globalement s'y inscrit encore. Est-ce qu'il y a d'autres structures, ou commerciales ou pas d'ailleurs, ou politiques, qui, étant étiquetées d'extrême gauche, vous ont quand même encore adressé la parole? Alors effectivement, l'épisode de ma contribution au livre collectif des éditions L'Échappée a fait couler un petit peu d'encre. C'était plus une tempête dans un verre d'eau, selon moi. En fait, pour vous résumer brièvement l'anecdote, j'ai donc rédigé un article pour les éditions L'Échappée, un article consacré à la pensée de ce philosophe dont je me réclame, sans vouloir évidemment lui imputer la responsabilité de mes propos, puisque ce n'est pas, je veux dire, je parle en mon nom propre, mais il s'agit évidemment de Jean-Claude Michéa, auquel j'ai consacré un article donc dans ce livre. Radicalité 20 penseurs vraiment critiques, un article pour lequel on m'a félicité quant à la capacité de synthèse et de clairvoyance qui transparaissait. J'ai été flatté par ces compliments, mais il se trouve que dès lors que l'on a appris que j'avais publié précédemment un article sur le site Égalité et Réconciliation, eh bien il m'a été reproché finalement d'avoir entretenu ces relations qui ne correspondaient pas à la ligne éditoriale des éditions L'Échappée, ce que je peux parfaitement entendre. Ma réponse a été de dire que je ne comprends pas pourquoi, dès lors que mon article suscite autant d'encouragement, voire de félicitations de la part d'un éditeur, pourquoi dès lors que on apprend que j'ai publié un article sur un site qui peut déplaire, pourquoi est-ce que tout à coup ce travail se verrait dévalorisé et se verrait dénué de toute valeur et de toute légitimité? Non.
je suis responsable de mes propos, je ne suis pas responsable des propos de ceux qui me diffusent. Je pense que chacun a sa responsabilité et je trouve d'ailleurs assez ironique finalement que dans ce pays où on se réclame de la responsabilité individuelle, eh bien, lorsque des propos sont tenus par un individu, on préfère les juger à l'aune de ses fréquentations et non sur le fond propre. C'est ce qui me semble, on appelle une pensée d'amalgame, c'est ce qui me semble, on appelle aussi des apparentements, ce qui est au cœur de la notion contemporaine de discrimination, fonder un jugement sur une personne non pas en raison de ses actions propres, mais plutôt des liens supposés qu'elle entretiendrait avec tel ou tel. Non, je veux qu'on me juge sur ce que je dis, je veux qu'on me juge sur ce que j'écris. Il me semble qu'il y a suffisamment matière. J'ai écrit plusieurs livres regroupés sous la forme de cet essai qui fait 245 pages. Je pense qu'il y a de quoi critiquer pour toute personne qui pourrait entretenir un désaccord, et je suis parfaitement ouvert à la polémique et à la contradiction. Je fais partie de ceux qui ont lu les Grecs, et pour moi, la polémique, polémos, c'est l'opposition par laquelle on peut parvenir à un accord possible, à une synthèse. Donc je suis parfaitement pour la polémique. Simplement, je demande aux personnes qui me critiquent de le faire sur pièce, et non pas sur des éléments plus ou moins personnels ou autres, parce qu'en faisant cela, finalement, ils ne font que confirmer leur absence totale d'argumentation. Donc je vous le dis, je vous donne un conseil stratégique pour ainsi dire. Si vous souhaitez m'attaquer, attaquez-moi sur pièce et non sur mes relations, et vous y gagnerez en crédibilité. Juste avant de te redonner la parole, Pascal, je trouve malgré tout que, en plus, l'Échappée édite par ailleurs des bons livres. Et le fait que l'Échappée soit libertaire, en tout cas, s'affiche dans un courant qui est libertaire et que du coup, ça provoque autant. Vous l'avez dit, c'est quand même une tempête dans un verre d'eau. Mais je trouve que c'est assez représentatif finalement de ce qui va faire le cœur de l'émission de ce soir. Le positionnement, en effet, de l'extrême gauche aujourd'hui, et en particulier dans un courant qui pourtant est censé libertaire. Je rappelle, ça vient de liberté. C'est un courant qui cultive normalement l'amour de la liberté. Voilà, pour rebondir ce que tu disais, Jean-Louis, on parlait des éditions L'Échappée. Donc c'est Cédric Biagini qui vous a fait un petit peu ces petites polémiques dans un verre d'eau, et ce qui est bien regrettable. J'en profite pour dire que justement, j'avais énormément apprécié un ouvrage qu'il a édité, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans, qui s'intitule L'emprise numérique, et qui met le doigt sur aussi une thématique qui nous est chère. Et si Cédric écoute, si vous écoutez Cédric, sachez que vous êtes plus que jamais l'invité. Vous êtes invité sur notre invité d'honneur, si je puis dire, à notre émission pour venir vous exprimer sur votre livre. Bon, Cédric, voilà. En tout cas, à moins que vous soyez totalement prisonnier de votre sectarisme et de vos clichés et de stéréotypes que vous nourrissez à notre rencontre, sachez que nous, il n'en est rien. Hein. Nous sommes toujours disposés à accueillir les personnes bien intentionnées, de bonne foi, ce qu'on appelait jadis l'honnête homme, pour débattre en bonne intelligence. Et votre ouvrage, je l'ai lu, je l'ai trouvé remarquable. J'aurais aimé en parler avec vous. Bon, il semblerait que vous nourrissiez à notre égard des préventions, comme vous l'avez manifesté à l'égard de notre invité, qui pourtant n'est peut-être pas le même pédigré que nous. Et en tout cas, sachez que, comme je pense beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ont pu s'en apercevoir, que sûrement la véritable liberté de penser, elle n'est pas souvent où on pense. Et nous allons pouvoir en débattre ce soir. Charles, ce serait intéressant. Donc, vous avez évoqué votre engagement de jeunesse à l'extrême gauche. Je pense que c'est intéressant même de revenir un petit peu en amont et d'essayer de voir un petit peu, de dire à nos auditrices et auditeurs qu'est-ce qui a pu éveiller en vous, déjà vos premiers engagements, éventuellement des figures, des écrivains qui comptaient pour vous, à la fois aussi un vécu qui a pu catalyser tout ça, et ensuite, nous narrer, sans pour autant, tomber dans la confidence, nous ne sommes pas sur le divan de feu Henri Chapier, mais au moins, nous narrer votre périple à l'extrême gauche, c'est ce que vous avez un peu en retirer, chose vue, un peu entendue et vécue dans ce milieu. Je pense que ça pourrait être très intéressant, et éclairer utilement, justement, vos propos, sur lesquels, bien sûr, nous allons revenir plus amplement dans le reste de l'émission. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que ça peut être important d'éclairer un petit peu un parcours pour en comprendre la généalogie intellectuelle et pas simplement pour des considérations purement biographiques, puisque c'est pas du tout le lieu. Alors, donc, pour vous narrer rapidement mon parcours, donc je suis un
un natif de Béziers, dans le sud de la France. Je suis né en 1986, donc j'ai effectué ma scolarité, j'ai passé mon enfance dans cette ville, à laquelle je suis encore très attaché. On aura peut-être l'occasion d'y revenir en fin d'émission. J'ai donc poursuivi ma scolarité sans trop d'encombre. J'ai passé un bac littéraire, suite à quoi j'ai entamé des études de philosophie. J'étais déjà très intéressé par la question des idées, notamment des idées politiques, et c'est à ce moment-là que, à la faveur, sans doute de mes origines sociales, j'ai cru opportun de m'impliquer politiquement à l'extrême gauche, puisque il m'apparaissait à l'époque que c'était le seul mouvement politique qui avait à cœur de défendre les intérêts réels des classes populaires. En tout cas, dans ma conception des choses à l'époque, qui a été formé et forgé à l'aune de l'idéologie des années 80, ça m'apparaissait évident que l'extrême gauche représentait ce courant le plus contestataire, le plus anticapitaliste et le plus à même de défendre les intérêts des classes populaires. Et c'est le cœur du sujet, évidemment, c'est le cœur de ma réflexion aujourd'hui. Il se trouve que parallèlement donc à mes études et à cet engagement politique en faveur de l'extrême gauche, j'ai eu aussi un parcours de salarié, c'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, devant financer mes études, j'ai dû trouver un emploi, et donc j'ai travaillé pendant 10 ans durant en tant qu'employé manutentionnaire dans un centre de grande distribution à Béziers, ce qui m'a permis, j'en retire un grand bénéfice, y compris sur le plan intellectuel, ce qui m'a permis de rester en contact avec ces classes populaires finalement dont je suis issu et auxquelles j'appartiens, puisque, comme je dis souvent, parler du peuple à la troisième personne, c'est s'en exclure. Personnellement, je ne parle pas pour le peuple, je parle du peuple. C'est-à-dire que j'ai beau avoir écrit un livre, je n'en demeure pas moins un membre du peuple, c'est-à-dire l'une de ces personnes que l'on peut croiser dans la rue, aller à son travail, comme font la plupart des personnes qui résident dans ce pays aujourd'hui. Cette expérience a donc été extrêmement formatrice, et surtout, je pense que l'intérêt principal d'une expérience professionnelle, surtout lorsqu'on est jeune, c'est de nous inculquer le sens du réel. Ce que j'appelle le sens du réel, c'est-à-dire ne pas se voiler la face devant certaines réalités, puisque les personnes des catégories populaires, généralement, ont affaire à des préoccupations réelles. La préoccupation réelle des gens ordinaires, c'est de savoir si ils pourront payer leur loyer dans un mois ou deux, s'ils pourront remplir le frigo, si leur acompte aura été versé et si leur voiture passera bien le contrôle technique. Ce sont les préoccupations des gens ordinaires, et de ce point de vue-là, je me considère comme faisant partie prenante intégralement de cette catégorie de la population. À partir d'un certain moment dans mes études, j'ai commencé à vouloir approfondir les thématiques qui étaient celles de l'extrême gauche sur le plan politique, pour essayer d'en tester, d'en éprouver la cohérence, la légitimité et surtout la pertinence au niveau des idées. J'ai donc fait connaissance avec cet auteur, Jean-Claude Michéa, à travers son livre, le premier livre que j'ai lu, lui, qui était L'enseignement de l'ignorance, et qui, pour tout dire, m'a vraiment bouleversé dans ma conception, dans la conception qui était alors la mienne des rapports de force politique. La thèse de Michéa dans L'enseignement de l'ignorance est de dire que la destruction de la culture telle qu'elle se manifeste dans les dysfonctionnements actuels du système scolaire ne pouvait pas être considérée comme un dysfonctionnement du système de domination, mais bien au contraire comme l'une de ses conditions de survie. Autrement dit, ce que dit Michéa, c'est que par la désagrégation de tous les savoirs, eh bien, le système produit des individus coupés de tout lien, coupés de tout enracinement, coupés de tout héritage, soit de parfaits petits consommateurs. Et j'ai donc immédiatement fait le rapprochement avec les thèses auxquelles j'adhérais à l'époque, à savoir que l'extrême gauche ne se cache pas de nourrir la plus grande méfiance précisément à l'égard des institutions scolaires, à l'égard de l'éducation, puisque l'éducation est vue comme quelque chose qui tendrait à reproduire un modèle. Les thèses de Bourdieu, absolument. L'acte d'enseignement vu comme une violence symbolique, comme une oppression qui n'a d'autre finalité que de reproduire les inégalités sociales au profit d'une élite bourgeoise. Et c'est alors que j'ai compris qu'effectivement, défendre ce positionnement relevait d'une
d'une contradiction insurmontable, à savoir qu'on ne peut pas en même temps avoir à cœur de défendre les classes populaires et en même temps promouvoir la désagrégation du savoir, sachant que le savoir, c'est précisément la condition même d'émancipation des classes populaires. C'est par le savoir que l'on peut accéder à l'autonomie intellectuelle. C'est par le savoir que l'on peut accéder à des études qui nous permettront d'obtenir une situation professionnelle confortable ou du moins décente. Et dès lors, ça a été la porte d'entrée à partir de laquelle j'ai compris que le discours d'extrême gauche qui se voulait libertaire, puisque l'idée c'était de dire nous contestons le savoir bourgeois au nom du refus de cette société capitaliste, et lorsqu'on y réfléchit, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir bac+5 pour comprendre cette idée. À partir du moment où on promeut la destruction des savoirs, je pense qu'il est très difficile de soutenir par la suite que l'on se bat pour l'émancipation des classes populaires. Donc à l'époque, vous faites ce constat à la suite de la lecture de ce livre de Michéa. Vous aviez déjà un peu fréquenté intellectuellement des penseurs. Vous parlez de l'extrême gauche. Bon, on peut préciser, c'est l'extrême gauche trotskiste. Vous aviez déjà fréquenté aussi les grands classiques, comme bon, ça peut se faire pour chez pas mal de militants. Donc les écrits de Trotsky ou d'autres penseurs. Non. Non, je ne connaissais l'extrême gauche qu'à partir de son représentant médiatique officiel, c'est-à-dire Olivier Besancenot, un personnage qui d'ailleurs m'apparaissait fort sympathique, avec un discours construit, avec une cohérence intellectuelle. Et d'ailleurs que je considérais à l'époque même, je lui trouvais un certain charisme, c'est-à-dire que je trouvais qu'il n'hésitait pas à défendre un discours, disons, radical sur le plan économique. Et je pense que c'est cette esthétique révolutionnaire qui transparaissait dans ce personnage emblématique qui est Olivier Besancenot, qui m'a porté à considérer que c'était dans ce mouvement-là qu'il y avait le plus d'espoir révolutionnaire en quelque sorte. Mais je n'avais pas du tout de formation intellectuelle trotskiste, pas plus que, je pense, la plupart des militants d'extrême gauche qui, pour la plupart, se retrouvent dans ce mouvement plus par sympathie intellectuelle, plus que par réelle conviction politique ou pour avoir étudié certains écrits des personnages, notamment des personnages anarchistes ou socialistes du 19e siècle en France. En tout cas, ce n'est plus l'extrême gauche, bon, les sectes quasi-militarisées des années 70-80, bon, la LCR ou le Parti communiste internationaliste, bon, c'est une autre forme aussi à la fois de militance, hein, un autre public aussi, hein, donc une autre génération qui est à venir. Donc à l'époque, lorsque vous avez fréquenté donc les rangs de l'organisation de Besançon, c'était déjà le NPA ou c'était encore la LCR? On était un petit peu. C'était encore la LCR à l'époque. C'était encore la LCR. C'est devenu le NPA, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, en 2008. Mais à l'époque, c'était toujours la LCR. Et d'ailleurs, j'avais déjà été attiré à l'époque par ce changement de nom qui avait induit un changement d'emblème, puisque le symbole historique de la Ligue communiste révolutionnaire, c'était la jonction de la faucille et du marteau, c'est-à-dire symboliquement cette alliance entre le prolétariat ouvrier et la classe paysanne, c'est-à-dire la classe des travailleurs. Et cet emblème historique a été troqué à la faveur de la création du NPA par un mégaphone. Et c'est un remplacement pour le moins symbolique et pour le moins emblématique dont je parle dans mon livre, en disant que finalement l'aspiration principale du NPA était désormais de faire du bruit. Faire du bruit, c'est-à-dire dynamiser les cortèges de manifestations tout en entretenant l'illusion d'une contestation réelle. Mais je pense que dès lors que l'on remplace cet emblème de la faucille et du marteau par un mégaphone, je pense que ça en dit plus long finalement que toutes mes analyses sur l'orientation réelle qu'a pris l'extrême gauche à partir de ces années-là. Alors, tout à l'heure, nous faisions allusion à cette conférence qui a connu un réel succès sur Montpellier le 5 décembre dernier. Donc, elle était intitulée « Besancenot-Parisot, même combat ». Donc, je crois que ça résume un petit peu le postulat de départ qui innerve tout votre livre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour vous, il y a une complémentarité étroite entre ce qu'on appelle le libéralisme sociétal, qui est brandi par la gauche et l'extrême gauche, hein, en tout cas, bon, l'extrême gauche a été l'avant-garde, et puis le libéralisme classique, économique, de la droite dite affairiste, qu'on met souvent donc en opposition. Et donc, vous tracez non seulement ces complémentarités dans la lignée, bien sûr, des enseignements de Jean-Claude Michéa, hein, donc qui a été un de vos principaux inspirateurs, mais surtout, et on va y venir, vous en tracez la généalogie. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, vous pouvez développer déjà cette idée principale, et ensuite, tout doucement, on va revenir un petit peu en arrière, et justement, à la fin, on va revenir au cours du XVIIIe siècle, et essayer de montrer clairement, hein, donc, de manière accessible, ça, j'en doute pas, de votre part,
pour nos auditeurs. Donc, la véritable généalogie, à quel moment se forge, en fin de compte, un socle, enfin, je veux dire, une source commune. À ces deux démarches que l'on oppose trop facilement dans la logique de domination que nous subissons aujourd'hui. Alors, comme tu l'as dit, il y a deux niveaux de lecture, il y a deux niveaux d'analyse. Donc, si tu permets, je vais prendre un petit peu le temps de poser les bases théoriques du problème pour que tout le monde puisse bien suivre de quoi il s'agit. Donc, la conférence était intitulée Besancenot-Parisot, même combat. Donc, évidemment, au-delà de la formule provocatrice, il y a, disons, la synthèse de plusieurs idées que j'essaie de développer. L'idée principale, c'est de dire que l'extrême gauche qu'on présente habituellement, ordinairement, comme le principal mouvement d'opposition à la domination capitaliste, j'essaye de montrer qu'en réalité, cette extrême gauche entretient des relations pour le moins étroites avec ce qu'elle prétend combattre, que je symbolise donc à travers cette conférence par Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, c'est-à-dire la patronne des patrons. L'idée, c'est de mettre en avant que l'extrême gauche concilie dans son discours deux dimensions qui me semblent incompatibles et qui semblent d'ailleurs à d'autres auteurs pour le moins incompatibles. On va y revenir. Cette incompatibilité, je la situe dans la coexistence chez l'extrême gauche de deux discours, un discours économique anticapitaliste, antipatronal, anti-mondialisation économique, et parallèlement un discours culturel qu'on peut qualifier de libertaire, c'est-à-dire de libéral sur le plan des mœurs, l'extension des droits individuels, la reconnaissance des minorités, l'abolition des frontières, etc., etc. Bref, ce qu'on constate, c'est dans ce discours la coprésence de deux dimensions qui s'opposent, à savoir un antilibéralisme économique, un anticapitalisme donc, et un libéralisme culturel, ce qu'on appelle le libertarisme. Ce discours est parfaitement compatible avec les thèses du patronat libéral, représenté par Laurence Parisot, à savoir que pour cette frange de l'idéologie politique constitue habituellement à droite, eh bien l'immigration représente par exemple une formidable armée de réserve du capitalisme, comme le disait déjà Marx. La libéralisation des mœurs permet également d'entretenir la représentation de l'homme comme d'un être fondamentalement mu par son désir individuel, par son désir privé. Et finalement, tout le discours libertaire de l'extrême gauche est aujourd'hui l'objet d'une récupération par le marché qui, par l'idéologie du désir, du droit privé et de la liberté individuelle, peut faire passer l'acte de consommation comme l'acte de libération ultime. Donc, je pense qu'il faudra un petit peu développer cet aspect, mais c'est pour montrer, pour insister sur cette connivence objective entre le discours culturel de l'extrême gauche et le discours économique de ce qu'on appelle la droite. Maintenant, pour bien comprendre cette alliance objective entre le libéralisme culturel et le libéralisme économique, eh bien, il est nécessaire, il est indispensable de remonter aux sources mêmes du projet libéral. Quel est ce projet ? Ce projet a été formalisé essentiellement au XVIIIe siècle, à la faveur des idées des Lumières, les Lumières qui, pour l'essentiel, faisaient tenir ensemble deux corpus idéologiques. Premier corpus, ce qu'on pourrait appeler la théorie du droit naturel. La théorie du droit naturel, c'est l'idée selon laquelle l'individu, l'être humain, est porteur d'une raison, d'une faculté rationnelle, à partir de laquelle il est capable de s'autodéterminer dans ses agissements, dans ses croyances, dans ses valeurs. Pour le dire de manière simple, l'homme possède la raison. À partir de là, il doit être libre de choisir ce qui correspond à sa définition du bien, du beau et du vrai. L'homme devient indépendant et c'est par la raison que l'homme peut accéder à la liberté. Ça, c'est le discours du droit naturel, qui est le premier pan de la pensée libérale. À ce premier pan vient s'ajouter les thèses inspirées de l'utilitarisme, l'utilitarisme désignant une doctrine philosophique dont l'initiateur, en quelque sorte, a été Jeremy Bentham, philosophe anglais du XVIIIe,
qui considérait que ce qui définit l'homme, eh bien, c'est la recherche primordiale et nécessaire de son intérêt privé. Autrement dit, l'être humain n'est rien d'autre qu'un atome social uniquement préoccupé par la satisfaction de ses intérêts et de ses désirs privés. L'alliance de ces deux théories qui, au départ, se développent et se formalisent de manière indépendante l'une de l'autre, eh bien, c'est ce qui a donné le libéralisme, c'est-à-dire l'idée que l'individu porteur d'une raison doit être reconnu comme libre et que cette liberté s'exercera d'autant mieux que l'individu cherchera à satisfaire son intérêt. Donc, l'individu libre recherche son intérêt, le marché va constituer la structure d'échange entre ces individus qui va permettre à chacun de rechercher son intérêt privé, de le satisfaire et en le satisfaisant de participer à la prospérité publique. C'est la théorie d'Adam Smith, la fameuse théorie de la main invisible du marché, une théorie providentialiste qui considère que les intérêts des individus s'harmonisent naturellement dans le cadre du marché et que cette harmonisation naturelle va pouvoir engendrer la prospérité, le bonheur des nations. Donc c'est à un double niveau que fonctionne la connivence entre l'extrême gauche libertaire et la droite libérale, à un niveau que je qualifierais de pratique, qui est la convergence entre le discours libéralisateur de l'extrême gauche et les attentes du capitalisme en matière de désir des individus, premier niveau. Deuxième niveau théorique, niveau philosophique, à savoir que le libéralisme politique et le libéralisme économique ne représentent rien d'autre que deux versions d'une même logique, la logique de libéralisation des actes individuels. Pascal, vous voulez dire un mot ? Au début de ton intervention, tu expliques qu'il te semble qu'il y a une complémentarité entre extrême gauche et droite libérale. Mais tu vas plus loin quand même dans ton livre, et c'est la thèse la plus déroutante d'ailleurs. C'est que tu expliques que l'extrême gauche fonctionne auprès d'un certain lectorat, je reprends ce que tu dis, d'un certain électorat comme le plus puissant vecteur des valeurs et des codes du capitalisme. Je pense que cette phrase, il faut qu'on s'y arrête un instant. Parce que là, on ne parle pas de complémentarité, comme tu l'indiquais à l'instant. On ne parle même pas de complicité. Là, on parle de plus puissants vecteurs des valeurs et des codes du capitalisme. On est encore au-delà. On est encore au-delà. Je dis souvent que le sujet principal, en réalité, de tous mes travaux, c'est la question de la domination. La question de la domination m'intéresse notamment parce que on fonctionne généralement sur cette question de la domination avec des schémas qui me semblent totalement obsolètes. L'idée, c'est de dire que finalement, un système de domination se présenterait ouvertement comme tel et qu'il ne passerait nécessairement par les voies de l'autorité et de la répression. Je dis qu'au contraire, aujourd'hui, la force du libéralisme, c'est d'imposer son autorité de manière parfaitement souple, de manière parfaitement anodine, c'est-à-dire sans se présenter comme un système de domination. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, en tant que système à la fois philosophique, politique et économique, fonctionne essentiellement sur le désir individuel. Pourquoi est-ce que l'extrême gauche constitue le plus puissant vecteur des codes du capitalisme ? C'est parce que ce même capitalisme fonctionne aujourd'hui également sur la notion de désir. Autrement dit, l'extrême gauche, par son discours, véhicule l'idée que l'individu, puisqu'il est libre, puisqu'il est doté d'un droit naturel, posséderait la possibilité de s'extraire, de s'émanciper de toutes les structures symboliques, normatives, qui le détermineraient, qui pourraient éventuellement le définir ou l'influencer. C'est donc une représentation de l'homme comme d'un être qui doit s'émanciper de toutes les structures oppressives. C'est ça qui motorise le discours de l'extrême gauche. Et ce discours d'un individu flottant, d'un individu sans lien, d'un individu délié, atomisé, soumis aux seules lois du caprice individuel et du désir, eh bien c'est ce dont le capitalisme a besoin. Donc effectivement, le capitalisme ne peut pas se présenter comme tel, comme une idéologie de la domination qui demanderait aux individus de bien vouloir s'abandonner à leurs pulsions pour pouvoir nourrir ses intérêts. En revanche, l'extrême gauche va partir de l'idée que l'homme, s'il veut être libre, doit effectivement se soumettre aux seules lois du désir pour le plus grand profit du marché, puisque justement cette idéologie est
entendue et interprétée dans les faits comme une idéologie de la subversion, comme une idéologie finalement contestataire qui viserait à aller à l'encontre de l'autorité du système capitaliste. Mais il faut bien comprendre que l'autorité capitaliste, ou plutôt le pouvoir capitaliste, est un pouvoir sans autorité. Un pouvoir qui assujettit, qui asservit les peuples avec leur propre consentement, puisque personne ne va lutter contre le droit de chacun à pouvoir assouvir librement ses désirs. Donc c'est une domination intégrée, une domination intériorisée par les individus, puisqu'évidemment il est plus facile de céder à ses pulsions que d'essayer de s'en extraire par les forces de la raison. Sur la question du désir et de la pulsion, il y a un passage que j'ai particulièrement apprécié parce que il est exemplaire de ta façon de faire. C'est-à-dire que il allie à la fois ton travail d'archéologie philosophique, d'archéologie et d'isolation conceptuelle, hein, c'est le terme que tu indiques, et en même temps de placer le projecteur sur des phénomènes qui illustrent ce que tu dis. Et alors, vraiment, je n'hésite pas. Oui, je résiste pas à te parler de concept, parce que je n'y ai pas cru quand je l'ai lu. Je pense qu'il exagère. Je pense que tu fais référence à une. Oui, oui, exactement, sur le phénomène des sextoys. Je n'arrive toujours pas à te croire sur non mais je sais, mais sur cette que le NPA ait pris position sur ce phénomène et ça illustre tout ton livre. Je n'en reviens pas. Alors c'est d'une cruelle vanité de se lire, donc est-ce que tu veux bien lire la citation en question pour que tout le monde puisse se rendre compte? Alors oui. Donc ces lignes ont été rédigées donc durant le mois de mai 2011 et donc c'est à propos donc du phénomène des sextoys. La façon dont la sexualité se pratique, se pense et se rêve est définie par des rapports de pouvoir qui, dans notre société, exercent encore un rôle de répression sexuelle sur les relations et les plaisirs. Donc là, c'était la première citation en fait que j'avais décidé d'utiliser pour illustrer mon propos, pour montrer que le NPA croyait encore dans l'idée selon laquelle le système capitaliste fonctionnerait sur la répression des désirs individuels. C'était la première citation que j'avais choisie donc pour illustrer mon propos et en faisant quelques recherches, j'ai trouvé une citation qui me semblait beaucoup plus appropriée, qui est donc un peu plus bas dans la note, si tu veux bien la lire. C'est donc à propos de... Le jeu est apparu alors comme un élément d'explication de ce phénomène, car il a permis de banaliser le sexe, de le mettre à distance tout en l'évoquant finalement. Le plaisir masculin et son renouvellement, qui a été peu évoqué dans l'introduction, se sont invités dans les discussions. Il est apparu que les sextoys pouvaient permettre de lever le tabou de la sodomie masculine, des toys étant créés pour stimuler la prostate. Au fond, c'est la question de la sacralisation du sexe qui se pose. Cette question posée ici par le prisme des sextoys a en réalité des implications nombreuses pour les luttes féministes et la LGBT aujourd'hui. Si les publicités autour des sextoys tendent à s'inscrire dans le cadre du couple hétérosexuel monogame, ils peuvent aussi favoriser toutes sortes de subversions, permettre un renouvellement des pratiques à une échelle de masse et surtout posent la question de la naturalité du sexe. Les perspectives de lutte sont donc nombreuses et des revendications ont émergé. Remboursement des sextoys, réquisition des entreprises et contrôle ouvrier dans les boîtes productrices de sextoys. Homo, hétéro, à un, à deux ou à plusieurs, sextoys, addicts ou non, unissons-nous. Non, c'est presque caricatural. Alors, mon cher Pascal, je vais peut-être t'affliger encore plus, puisque figure-toi que à l'occasion de mes dernières venues à Paris, j'ai eu l'occasion de voir qu'une exposition était consacrée actuellement au Marquis de Sade, donc une exposition à Paris, donc au musée d'Orsay. Et tout à l'heure, au hasard de mes pérégrinations dans une grande librairie du 5e arrondissement, j'ai eu l'occasion de tomber sur un très beau livre illustré consacré à Sade. Et donc c'était un livre dans lequel était publié un certain nombre d'œuvres picturales, de tableaux, et notamment je suis tombé sur une page où donc une peinture était représentée sur laquelle figuraient quelques vingtaines de verges en érection et autres excroissances en tout genre. Et ce tableau était
accompagné de la légende suivante, une citation donc du marquis de Sade. Je vous cite: ton Jésus ne vaut pas mieux que Mahomet, qui ne vaut pas mieux que Moïse. Les philosophes les ont moqués, les canailles les ont crus, la justice aurait dû les pendre. Donc je pense que on n'a jamais été aussi radical et cohérent dans la condamnation totale de tout ce qui relie l'homme à un au-delà de la dimension matérielle, à tout ce qui fait obstacle à la libre expression par les individus du désir. Et finalement, si Sade est exposé aujourd'hui au musée d'Orsay, bien, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez symbolique. J'aimerais simplement vous lire le résumé qui accompagne donc la présentation de cette exposition sur le site internet qui lui est consacré. Je cite: Sade a bouleversé l'histoire de la littérature comme celle des arts, de manière clandestine d'abord, puis en devenant un véritable mythe. L'œuvre du divin marquis remet en cause de manière radicale les questions de limites, proportions, débordements, les notions de beauté, de laideur, de sublime et l'image du corps. Il débarrasse de manière radicale le regard de tous ces présupposés religieux, idéologiques, moraux et sociaux. L'exposition met en lumière la révolution de la représentation ouverte par les textes de l'écrivain. Seront abordés les termes de la férocité et de la singularité du désir, de l'écart, de l'extrême, du bizarre et du monstrueux, du désir comme principe d'excès et de recomposition imaginaire du monde à travers des œuvres de Goya, Géricault, Ingres, Robes, Rodin, etc. Le caractère violent de certaines œuvres et certains documents est susceptible de heurter la sensibilité des visiteurs. Franchement, je vois pas c'est une limite de trop, ça. C'est marrant parce que juste une aparté avant de redonner la parole à un des deux Pascal, je sais plus, il y en a un qui avait réclamé. Finalement, ça me fait penser à ce que j'ai entendu la semaine dernière. Mélenchon, considérant Closer à l'occasion du outing et en fait de l'intrusion de Closer dans la vie privée de Florian Philippot, donc Mélenchon affirmant que Closer était un espace fondamental de liberté. Bah voilà, je trouve que c'est toujours dans la même continuité. Hein. Tout est dit. Non, c'est vrai qu'en plus, il y a une actualité qui faisait un petit peu, qui est résonance avec ces propos que tu datais de 2011. C'est ce fameux plug anal qui a défrayé la chronique sur la place Vendôme, qui aussi s'inscrit dans ce mouvement général. Et donc, tu parlais tout à l'heure de cette mode de domination qui se met en place. Oui, on dit sapin anal. On dit pas plug anal, on dit sapin anal. Bon, toute une question un petit peu, on va dire, de perception. Puis après, bon, voilà, de symbolisme, on va dire, de certaine manière. Hein. Bon, la symbolique étant souvent polysémique. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, tu mettais vraiment l'accent sur le fait qui est extrêmement important, c'est que le mode de domination aujourd'hui n'est pas perçu comme tel. Perçu comme tel, c'est vrai qu'on parle de domination, on a d'autres mots qui nous viennent à l'esprit, totalitarisme, oppression, avec toutes les images qui sont associées et qui sont liées, à ce convulsif XXe siècle qu'ont vécu les peuples de la planète, en particulier ceux de notre vieille Europe. Donc, je crois qu'aussi il y a deux mots qui sont aussi centraux dans le processus à l'œuvre, c'est l'idée de séduction. On est dans vraiment le mode de la séduction qui aujourd'hui est omniprésent de cette manière, et de l'aliénation. Je crois que ce concept aussi est totalement vrai, c'est-à-dire que nous sommes dépossédés de nous-mêmes d'une certaine manière et nous sommes réduits en fin de compte à des bipèdes désirants. Qui ne sont plus structurés par des limites qui étaient imposées justement par ces facteurs surplombants qui étaient toute forme de cohésion sociale, de forme de structure d'appartenance, qui sont vécues, et tu l'as bien dit, comme des formes d'oppression. En fin de compte, on est dans des vieux schémas qui datent de plusieurs décennies, mais qui ont été vraiment systématisés. Et ils ont été intériorisés par ces nouvelles élites qui donnent le ton et qui distribuent les bons et les mauvais points, avec bien sûr ce domaine ce système de domination, de diabolisation des pensées dissidentes et alternatives auxquelles tu faisais allusion tout à l'heure et dont tu as été un petit peu l'objet à ton niveau. Donc je crois que c'est important de voir que véritablement on est dans ce processus-là et qui est en fin de compte une forme, effectivement, c'est la forme que prend ce néo-totalitarisme soft
de moins en moins soft d'ailleurs, de moins en moins doux, qui ne masque plus son visage. Et là, tes analyses se relient à celles d'un penseur helvétique qui nous est cher, Éric Werner, qu'il avait théorisé dans ses fameux ouvrages publiés à l'âge d'homme, donc la fin des années 90, donc l'avant-guerre civile, l'après-démocratie, où justement il montrait que tout cela, comme tu le dis, n'est pas un accident. Et là, tu fais allusion au premier ouvrage de Michéa, donc sur la faillite de l'enseignement. C'est voulu. On flirte, en fait de compte, avec une sorte de chaos ambiant qu'on essaie de garder sous contrôle, mais qui est un élément de ce système même de domination. Un élément assumé, avec lequel on joue. Alors, bien sûr, il y a toujours, comme l'a rappelé notre cher Dominique Vénère, une part d'imprévu, d'imprévisible dans l'histoire, et qui peut, éventuellement, faire capoter, être le grain de sable qui fera capoter cette mécanique qu'on veut bien huiler. Mais je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et surtout, l'important, c'est que, avec, bien sûr, le brouillard médiatique, du système de domination médiatique, que nous subissons, cette domination n'est pas perçue comme telle. Je crois, c'est souvent ce que je dis aux militants que je peux encore contribuer à former ou que j'ai pu contribuer à former, c'est le fait que justement, ce système n'est pas perçu comme tel. Nous sommes surtout aussi dans une forme inédite de domination qui nous impose de repenser, en fin de compte, tous nos fondamentaux et surtout notre perception et notre analyse de ces réalités. Tu as prononcé 2 mots-clés, les mots de séduction et d'aliénation. Comme on le disait tout à l'heure, il est encore très difficile à certaines personnes d'admettre l'idée qu'une domination politique puisse employer des modalités anti-autoritaires. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas sur la répression ou la prohibition des libertés privées, mais au contraire sur leur célébration et sur leur exacerbation. Autrement dit, la domination libérale a réussi ce tour de force d'articuler une autorité et une emprise totale sur les individus avec le sentiment subjectif des individus d'être parfaitement libres. Pour ça, il a fallu opérer une falsification, une dénaturation de la notion de liberté, et on est ainsi passé d'une définition de la liberté comme capacité à pouvoir se maîtriser par sa raison, capacité à pouvoir se gouverner selon ses propres lois. C'est la définition à la fois rousseauiste et kantienne de la liberté, qui ne sont pourtant pas considérés actuellement comme des antilibéraux, et pourtant cette définition de la liberté existait au début de la formalisation du libéralisme. Et aujourd'hui, à partir du moment où la liberté individuelle est simplement réduite à la possibilité pour chaque individu de satisfaire son désir privé, eh bien, le capitalisme peut laisser les individus parfaitement libres dès lors que leur seule aspiration va être de pouvoir satisfaire leurs désirs. Et c'est là qu'intervient le marché, et c'est là qu'intervient l'idéologie de la consommation que j'essaie de démontrer dans mon livre, une idéologie de la consommation qui ne peut fonctionner efficacement et qui peut se pérenniser que si les individus ont intégré l'idée que être libre, c'était pouvoir obéir à son désir. Et dès lors que cette mécanique philosophique a été enclenchée, eh bien, ce qui peut paraître pour un acte de libération individuelle, c'est-à-dire de pouvoir céder à son désir sans aucune entrave, correspond en réalité à une aliénation et à une soumission objective, c'est-à-dire un assujettissement, une soumission aux désirs et aux intérêts du marché. Nous sommes dans une société dans laquelle certains individus pensent encore que l'idéologie dominante est détenue par le pouvoir de la tradition, de la religion, de l'armée et du patriotisme. Nous avons des personnes qui croient encore sérieusement à cette idée. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que si on prend des philosophes d'un certain niveau et d'une certaine qualité intellectuelle, je pense par exemple à Michel Onfray qui est tout sauf un idiot et tout sauf un inculte. Un philosophe de cette trempe peut encore arriver à dire sans sourciller que nous sommes dans une société qui est dominée idéologiquement par l'héritage du christianisme et par 2000 ans de christianisme en France. Il faut être pour le moins aveugle, sourd et aveugle, et mettre les mains sur les œillères en quelque sorte, pour croire sérieusement qu'aujourd'hui la domination capitaliste fonctionne sur une logique religieuse et une logique de prohibition chrétienne. Non, au contraire, la
le pouvoir libéral ne s'exerce que par cette exacerbation du désir individuel, redéfini pour les besoins de la cause comme la liberté. Et d'ailleurs, je précise qu'à ce niveau-là, je n'ai rien inventé, et Michéa d'ailleurs n'a rien inventé non plus, puisqu'on trouve cette idée déjà chez un auteur comme Michel Clouscar, alors qu'on m'a reproché de ne pas citer, donc je le cite, puisqu'effectivement, il fait partie de mon corpus philosophique, et le capitalisme de la séduction de Michel Clouscar a été écrit dès 1972, c'est-à-dire au tout début de cette révolution culturelle libérale libertaire, à partir de laquelle mai 68 notamment, allait pouvoir faire passer la transgression de toutes les normes culturelles et sociales établies comme la manifestation ultime de la libération de l'individu. Donc, on casse tous les cadres symboliques, sociaux, collectifs, religieux ou autres qui entravent la libre expression par chacun de son désir. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler objectivement l'aliénation. L'aliénation, donc je le précise pour nos auditeurs, étymologiquement, aliéner, c'est devenir autre. C'est-à-dire sortir de soi et finalement ne plus s'appartenir, ne plus se posséder. Et l'aliénation aujourd'hui, c'est la modalité principale de la domination, puisque les individus perdent toute conscience de leurs aptitudes réelles et admettent eux-mêmes leur réduction à des êtres désirants. À la faveur également, on l'a dit, je le dis dans mon livre, de certains auteurs dès le XVIIe siècle qui n'hésitent pas à définir l'homme comme un être animé essentiellement du désir. On trouve cette idée notamment chez Spinoza, un auteur fort intéressant par ailleurs, absolument fascinant, mais qui définissait le principe vital de l'homme comme un principe de désir. Et c'est une idée qui va filer jusqu'à Deleuze, jusqu'à Foucault, c'est-à-dire ces intellectuels de gauche des années 70, pour qui la révolution culturelle et la révolution individuelle devaient nécessairement passer par l'assouvissement pulsionnel de son désir et la contestation de toutes les formes d'autorité concevables. Juste une petite, avant de passer la parole à Pascal, Clouscar qui est édité aujourd'hui encore par les éditions Delga, qui sont des éditions proches en fait du Parti communiste, ou qui ont été proches du Parti communiste, parce que toute cette mouvance-là s'est décomposée au fur et à mesure, mais qui du coup en effet continue d'éditer des auteurs extrêmement intéressants. Parallèlement à Clouscar, j'aurais cité aussi Stuart Owen, donc avec La Société de l'Indécence, donc on avait reçu les camarades du Retour aux Sources récemment sur ce livre, qui là aussi met en effet bien en valeur les mécanismes de séduction et de domination. Dufour, Latouche, Christopher Lasch, Gilles Lipovetsky, Hervé Juvin, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait cette critique et qui tentent de produire cette analyse de la société libérale et de l'évolution des sociétés libérales. Et d'ailleurs, on remarquera que ces auteurs viennent d'horizons intellectuels et de formations philosophiques totalement diverses. Et donc, ce qui est encourageant justement sur cette possibilité d'une convergence de toutes les analyses critiques du libéralisme, qui montre bien, et ça, je pense que c'est vraiment la seule chose à retenir, c'est celle-là, que le libéralisme ne saurait se réduire à une doctrine économique, comme on l'entend souvent, mais au contraire, consiste dans une anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'homme, une vision du monde, une vision de l'existence, une vision de la nature humaine, et cette vision est partagée. C'est une anthropologie, c'est-à-dire, voilà, c'est une anthropologie, et ce n'est qu'à partir de cette lecture du libéralisme comme phénomène global, comme phénomène qui touche toutes les sphères de l'existence humaine, qu'on peut réellement en saisir la logique et les implications profondes. Si on se contente de considérer le libéralisme comme une simple doctrine économique, effectivement, on ne voit pas en quoi ce libéralisme nous a servi quotidiennement. La véritable question qui doit être posée, c'est: comment le libéralisme s'infiltre-t-il dans nos vies quotidiennes, dans nos comportements ordinaires, dans nos façons de voir le monde, et qui permet d'asseoir et de maintenir la domination libérale? C'est ça la vraie question. Si par exemple si on décide d'utiliser les exemples de toutes les nouvelles réformes sociétales qui sont actuellement en jeu, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement les réformes en tant que telles que l'on discute, mais c'est leur inscription dans une logique qui est la logique libérale, qui est la logique de libéralisation des droits individuels. C'est simplement à partir de cette logique-là qu'on peut comprendre la plupart des réformes qui sont à l'œuvre actuellement dans nos sociétés. Pascal Esseric ? Oui, tout à l'heure, tu indiquais que tu n'avais pas beaucoup cité Michel Clouscar.
je résiste pas à la tentation de te rappeler un des passages de ton livre. C'est d'ailleurs tiré de Néofascisme et idéologie du désir, donc paru chez Delga. Et c'est Michel Clouscar qui écrit ça en 73. Donc quand même, voilà, très proche de mai 68. Et donc le modèle de la nouvelle consommation, écrivait-il, sera l'émancipation par la transgression. Ce modèle d'usage sera immanent à la marchandise. Le capitalisme a pu ainsi mettre dans le produit lui-même l'expression idéologique. Il vend de l'idéologie, du mode de vie, du style de vie. Consommer, c'est s'émanciper. Transgresser, c'est être libre. Jouir, c'est être révolutionnaire. Je trouve qu'il écrit ça en 73. C'est prophétique. Ah oui, c'est prophétique. Il n'y a que le titre qu'on pourrait critiquer, mais sinon, qui est un peu à côté de la plaque, bon, on lui pardonnera, c'est aussi le contexte de l'époque. Non, on est d'accord, Pascal. Oui. Messieurs, je vais vous proposer une pause musicale, parce que ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Et donc, oui, déjà, oui, non, ça passe très très vite. Donc, on va faire une pause musicale autour d'un titre proposé par notre invité, l'Abbé Cipher. Voilà, bonne écoute et à tout de suite.
Bien, de retour pour la deuxième partie de notre émission, avec Charles Robin, Pascal Esseric et Monsieur PGL. Après une pause musicale dont nous avons peu l'habitude, c'est vrai, sur Méridien Zéro. En même temps, nous n'avons aucun tabou musicaux, donc voilà. Nous ne connaissions pas, vous ne connaissiez pas sans doute non plus, ou en tout cas pour une partie d'entre vous. Ben maintenant, vous avez écouté, et si ça vous plaît, vous pourrez y revenir. Pascal ? Voilà, pas que musicaux d'ailleurs. Hein. Bon, voilà, c'est vrai que nous voulons ouvert à l'avant-garde. Hein. Nous sommes assurés de nos positions. Nous pensons porter une vision du monde, une alternative radicale, ce qui nous autorise à nous ouvrir, hein, à faire preuve de curiosité et d'ouverture, d'ouverture qui est le propre un petit peu de la tradition aussi du débat européen, tel qu'il s'est décliné dans l'histoire depuis les présocratiques jusqu'à aujourd'hui. Encore qu'aujourd'hui, comme tu le disais très justement Charles, ça pose problème dans nos post-démocraties occidentales avancées, entre guillemets, 3 paires de guillemets, vous avez compris. Alors, ton livre, effectivement, est constitué, on le disait tout à l'heure, de 2 livres que tu avais publiés sous forme de livres électroniques, de plusieurs conférences, de divers articles, d'entretiens que tu as publiés dans Léman, dans Rébellion, tu es aussi un collaborateur régulier de Rébellion, et je vois dans le sommaire, enfin je vois, mais surtout aussi, ayant lu le bouquin, j'ai vu que tu avais abordé aussi l'œuvre d'un penseur intéressant, qui commence un petit peu à être connu dans notre famille de pensée, Zygmunt Bauman, donc il était un penseur d'origine juive polonaise qui a fait une partie de sa carrière au Royaume-Uni et qui a développé la thématique de la société liquide. Je crois que c'est intéressant un petit peu de revenir là-dessus dans la mesure où, en fin de compte, c'est vrai que, comme tu le disais, nous assistons, un des modes d'action privilégiés du mode de la forme de domination qui nous oppresse, c'est de pulvériser toutes ces formes d'appartenance et tous ces cadres normatifs, qui ont fait en fin de compte des sociétés telles qu'elles étaient, telles qu'elles furent, en tout cas une société normale, équilibrée, avec ses cadres traditionnels, avec ses formes, ses cercles d'appartenance. Donc on est aujourd'hui dans une forme d'accélération de la pulvérisation, de cette solution finale un petit peu, on peut employer ces mots qui sont fortement marqués bien sûr, je pense sur le plan émotionnel, mais je crois que c'est véritablement ce que nous vivons. C'est une solution finale qui vise en fin de compte à laisser l'individu seul face à son propre auto-asservissement, et qui fait diversion d'ailleurs un petit sujet essentiel par rapport à des formes de rébellion, de révolte qui pourraient être faites. C'est vrai que lorsqu'on est aliéné totalement par la consommation, on pense au moins à contester, on pense au moins à réfléchir sur des possibilités d'alternatives. Ces possibilités nous sont données par les repères que nous donne l'histoire, que nous donne la philosophie, c'est-à-dire ce qu'on appelait jadis les humanités. Alors je te laisse la parole. Le monde liquide selon Zygmunt Bauman. Tu as employé un mot extrêmement important, le terme de pulvérisation, finalement, qui résume assez bien ce que j'essaie de décrire dans la logique qui est actuellement à l'œuvre. Alors Zygmunt Bauman, c'est un auteur que j'ai découvert plutôt sur le tard, c'est-à-dire une fois que mes analyses étaient déjà pour l'essentiel formalisées. Et Zygmunt Bauman a cet avantage qu'il a forgé donc une notion qui n'est pas un concept philosophique, qui est la notion de société liquide. Et cette notion de société liquide permet de comprendre les grandes lignes de ce qui aujourd'hui influence la plupart des trajectoires qu'empruntent nos sociétés. L'idée de société liquide, c'est de mettre l'accent sur le fait que nos sociétés qui étaient autrefois structurées autour de cadres fixes, de normes acceptées et ancrées, aujourd'hui, tout ça tend à se fluidifier, tout ça tend à s'évaporer et tout ça tend à disparaître au profit de la seule liberté individuelle, donc des sujets comme on l'évoquait déjà tout à l'heure. La société liquide, c'est une société dans laquelle les gens, les individus, cessent d'être reliés, c'est-à-dire d'être chacun vis-à-vis de l'autre dans un rapport de lien durable et stable pour devenir une société de la connexion. Les gens ne sont plus reliés, mais ils sont connectés. Mais cette connexion, elle présente une particularité, c'est-à-dire qu'elle permet aux individus de ne pas s'engager dans des relations durables et dans des relations stables. La société liquide, c'est la société qui permet de nouer des contrats, comme l'on dit depuis le XVIIIe siècle, autour de toutes les théories politiques d'organisation de la société autour du contrat. Eh bien, le contrat libéral, c'est le contrat qui permet à chacun des individus de rester entièrement libre, sans engagement, pour ainsi dire. Un contrat sans engagement,
engagement dont on peut se délier à la moindre modification de notre désir individuel. Et c'est une société qui est entretenue, notamment, je le précise, par un certain nombre de modalités technologiques. Je pense par exemple au développement des réseaux sociaux sur Internet, où les gens n'ont jamais entretenu des relations aussi flottantes et aussi liquides, c'est-à-dire aussi éphémères que par Internet. Mais pourtant, c'est ça qui maintenant définit plus ou moins l'ensemble, disons l'essence véritable des relations sociales entre les individus. Je trouve ça important parce que ça permet de mieux comprendre certains phénomènes qui sont à l'œuvre dans notre vie quotidienne, notamment l'idée que, par exemple, à la moindre contrariété, à la moindre objection, eh bien, on va préférer remplacer que réparer, on va préférer changer plutôt qu'essayer de finalement faire avec. Et c'est tout à fait symptomatique de cette société du désir, c'est-à-dire dans laquelle les individus cèdent à leurs caprices individuels au moindre signe d'opposition. Si même on faisait une lecture éthologique de cette réalité, on pourrait presque dire qu'on est une phase régressive, une phase évolutive. Ça me rappelle d'ailleurs un article qu'avait écrit Guillaume Fay dans les années 80, dans un numéro d'Éléments, où justement il a analysé un ouvrage de Konrad Lorenz, et déjà, je pense d'ailleurs ce sont des thématiques que nous devrions reprendre dans Éléments, mon cher Pascal, c'est-à-dire de reprendre une lecture liée par la psychologie évolutive, c'est un peu le nom qu'a pris une branche de l'éthologie, montrer qu'on est véritablement aussi l'espèce humaine en général. Bon, l'espèce humaine, bon, vous avez compris, déclinée à travers, bien sûr, ces cultures vivantes, qui font partie de notre hominité. L'espèce humaine, à travers ces diverses facettes, est en phase régressive accélérée, à partir justement de son épicentre occidental qui subit de plein fouet, et nous en sommes au cœur, ce mode de domination. Je crois que c'est à même de nous alarmer, et ceux qui ont des professions dans l'éducation, dans l'enseignement, sont vraiment au fait, à l'avant-garde de ce phénomène. On voit d'année en année, même, je crois qu'on compte même plus en décennies, on compte en années, on voit ces processus à l'œuvre. On a l'impression de voir cette accélération de cette régression, et on le voit au niveau des élèves qu'on peut avoir ou des étudiants. On a des fois l'impression de se retrouver en face d'une autre humanité, et ce n'est pas uniquement un phénomène de transmission des connaissances ou de milieu social ou de code culturel. On est carrément là à une dimension qui touche véritablement le cœur, l'aspect biologique, l'aspect véritablement au cœur de l'anthropologie profonde de l'être humain, de cette manière. Je pense qu'il n'est pas exagéré du tout de parler d'un bouleversement civilisationnel par rapport au phénomène que nous sommes en train de connaître. Je pense que c'est peut-être la première fois dans l'histoire, disons, de l'Occident, que l'individu est placé avant le lien à l'autre, c'est-à-dire ce qui est au fondement de toute société. Pourquoi les hommes se sont-ils regroupés en société ? Parce qu'ils ont considéré qu'ils étaient plus forts unis que seuls. Et donc l'intersubjectivité, c'est ce qui est au fondement de toute société. D'ailleurs, la preuve, c'est que chaque individu est d'abord le produit de quelque chose qui le précède. La première vision de l'homme lorsqu'il naît, c'est celle de sa mère et celle de son père, c'est-à-dire celle d'autres que lui qui lui ont donné la vie, c'est-à-dire à partir desquels il existe. Donc c'est cette antécédence de la société au sens très large, c'est-à-dire de ce qui préexiste à l'individu, c'est ça qui doit a priori le forger, le déterminer dans la construction de son identité propre. L'idée que l'individu est d'abord le fruit de quelque chose qui le précède et qu'à ce titre, il est également porteur d'un héritage qui le dépasse et qui le détermine. Cette idée qui a été développée avec le libéralisme a consisté à récuser entièrement toute antériorité à l'individu, l'idée que l'individu doit être le créateur de soi, le constructeur de sa propre conscience. On trouve ça notamment chez Sartre avec l'existentialisme. L'existentialisme sartrien, c'est de dire que l'individu existe d'abord et qu'il se fait, qu'il se construit, qu'il devient ce qu'il doit être par la suite. C'est donc l'idée que l'individu peut se déterminer lui seul à agir et à penser en fonction de ses propres schémas de représentation. Or ça, c'est quelque chose qui contredit tout simplement le bon sens anthropologique, à savoir que nous sommes d'abord le produit d'une culture, d'une histoire et d'une filiation dont on ne peut pas se débarrasser, y compris au nom de la liberté individuelle.
on peut d'autant plus ne pas s'en débarrasser. Et là, je rejoins une thématique qui avait été mise en avant notamment par la Nouvelle Droite à la fin des années 70, à la fois dans certains textes théoriques, je pense à la première série des fascicules d'études et recherches, puis de cours aussi de formation qui étaient donnés à l'époque, ce qu'on appelait le processus d'hominisation. C'est-à-dire que ça nous renvoyait à ce corpus théorique, d'ailleurs qui mériterait aussi d'être mis un peu au goût du jour, ce qu'on appelait l'anthropologie philosophique, avec des penseurs comme Arnold Gehlen, qui a été très peu traduit en France, et lui disait, pour faire bref, que notre nature, c'est notre culture. Donc tout ce que tu viens de parler, ces schémas déterminants, c'est ce qui fait de nous des animaux supérieurs différents. Mais à partir du moment où ce socle culturel, quand on parle de culture, bien sûr, c'est tout ce qui établit une médiation entre le monde et nous, il nous permet d'arraisonner ce monde, pour le meilleur, pour le pire, bien entendu. Là, on va pas développer sur la pensée d'Heidegger ou d'autres penseurs sur cette thématique. Mais à partir du moment où cette médiation, cette grille de médiation qui fait de nous ce que nous sommes, donc des êtres humains, donc notre nature profonde est mise à mal, radicalement par les processus en œuvre depuis des décennies, mais en fait, effectivement, nous sommes en phase de régression. Nous régressons presque au stade animal, et au stade zoologique, en fait de compte, d'ailleurs, qui rejoint un petit peu les présupposés des idéologies cosmopolites, qui disaient qu'en fait de compte, l'être humain qui prend nudité de l'humanité, alors qu'en fait, ce qui fait l'humanité en tant que telle, c'est sa diversité, à travers les modes culturels qui fondent les traditions dans leur diversité, dans leur différence, et bien sûr les civilisations. Donc à partir du moment où ce socle-là, quel qu'il soit, de quelque socle civilisationnel il soit issu, est atteint en son cœur, on est véritablement dans une phase d'évolution, je pense. Alors là, je rejoindrai un petit peu la distinction qu'opère Francis Cousin entre l'être et l'avoir, puisque précisément, on peut considérer que l'avoir progresse à mesure que l'être s'estompe. L'idée, c'est de dire que, par exemple, c'est symptomatique, nous sommes dans une société où jamais autant de savoirs n'ont été réunis, c'est-à-dire mis à la disposition des individus, notamment par exemple avec la démocratisation d'Internet, où tous les savoirs sont accessibles, mais finalement où l'on n'a peut-être jamais été aussi ignorant. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ce qui fournit la possibilité de la connaissance, donc le format qui est aujourd'hui le format médiatique d'Internet, est en même temps celui qui favorise le plus chez l'individu les tendances pulsionnelles, les tendances compulsives, les tendances instantanéistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir n'importe quelle information à portée de clic, mais ce mode de fonctionnement induit les individus à ne plus pouvoir se concentrer sur les connaissances qu'ils vont chercher. Donc on est dans une société du zapping, dans tous les sens du terme, où on dispose de tout, mais on ne se sert de rien, en quelque sorte. Et ça, je pense que ça correspond objectivement à une phase de régression. Une phase de régression qu'on peut d'ailleurs définir un peu plus en disant qu'aujourd'hui, le mouvement est devenu un idéal en soi, une finalité en soi, et il ne s'agit plus d'être, il s'agit d'avoir toujours plus, et dans cette toujours plus vite, plus fort, plus haut. Absolument. Et donc là, on en vient à la question de l'illimitation ou de l'illimitisme qui est au cœur de l'anthropologie libérale, puisque la notion de croissance qu'on trouve formalisée déjà dès le XVIIIe siècle repose sur l'idée que dans un monde aux ressources finies, eh bien, nous pouvons atteindre une croissance infinie ou pour le moins indéfinie. Mais ça, c'est quelque chose qui heurte le bon sens ordinaire, à savoir que l'homme est un être fini, c'est-à-dire défini, délimité par des contours, de la même façon que notre planète est délimitée par des contours dont nous devons prendre acte, parce que c'est la réalité des choses que nos ressources soient limitées. Eh bien, nous sommes dans une idéologie qui va complètement à l'encontre de ce bon sens commun et qui considère que nous pouvons avoir toujours plus, indépendamment des limites matérielles qui conditionnent notre rapport au monde. Le mouvement, et c'est pour ça d'ailleurs, on va y venir un petit peu après par rapport à deux exemples de questions sociétales, mais c'est vrai que le mouvement devient progrès en soi. C'est-à-dire que c'est le fait d'être contre le mouvement qui vous rend réactionnaire. Juste sur l'aspect illimité, je lisais récemment le dépit de producteurs, enfin pas de producteurs, mais d'animateurs de sites commerciaux de musique sur Internet, qui, face à la profusion des titres, je crois qu'il y a 30 millions de titres disponibles en libre accès, ce qu'on appelle en streaming sur Internet,
Et en fait, il y a tellement d'accès que du coup, les consommateurs sont totalement perdus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur les quelques trucs qu'ils connaissent, et puis c'est tout. Et en fait, ça noie, ça détruit tout espace de curiosité sur un appauvrissement qui est assez incroyable et qui, du coup, en effet, peut apparaître comme paradoxal, mais qui ne l'est pas. Pascal? Mais sur cette question-là, je voudrais revenir à Zygmunt Bauman. C'était l'objet de la première question, et notamment pour évoquer les conséquences de ce mode de vie liquide. Et tu parles notamment d'une des conséquences qui me semble être très intéressante à analyser, c'est la mixophobie. Je voudrais que tu reviennes sur cette question-là. Alors, la mixophobie, ça veut dire étymologiquement la peur du mélange. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui fait un mot d'ordre, en quelque sorte, qui fait du mélange un mot d'ordre. On entend par exemple cette idéologie qui, là encore, ne dit pas son nom, qui est cette idéologie du métissage. Mais non seulement du métissage ethnique, disons, pour aller vite, mais également du métissage culturel, du métissage artistique, du métissage social. C'est l'idée de mixité qui règne. L'ennui, c'est que on se rend bien compte que la plupart des individus recherchent dans une société en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, des repères de fixité, des repères de stabilité. Ce qui veut dire que le libéralisme, qui a à cœur de promouvoir ce qu'il appelle la diversité, le pluralisme et l'individualité, va produire des réactions qui seront des réactions d'angoisse, de repli identitaire, ou en tout cas ou de crispation identitaire, qui va finalement produire le contraire de ce que promeut la société libérale, c'est-à-dire la résurgence des communautés. Mais il faut bien entendre ce que veut dire le mot communauté, c'est-à-dire un ensemble organisé autour d'un principe commun. C'est ça qui fonde une communauté. Alors évidemment, aujourd'hui, la résurgence des communautés peut parfaitement d'ailleurs s'accommoder de certains principes du libéralisme, puisqu'il y a beaucoup de communautés émergentes qui ne fonctionnent que sur le signe extérieur d'appartenance communautaire. Les tribus de Maffezoli, absolument, qui ne fait finalement que acter, valider, accompagner ce qu'on pourrait appeler l'atomisation et la segmentation de la population ou du peuple par le libéralisme, qui est l'effet principal recherché. Je dis souvent que on peut véritablement comprendre l'essence du libéralisme que lorsque l'on a admis que la finalité première de ce libéralisme, c'est l'atomisation des individus. Et cette atomisation, elle est à l'œuvre partout, elle est à l'œuvre dans le peuple, elle est à l'œuvre dans les couples, elle est à l'œuvre dans les réseaux professionnels, les réseaux sociaux au sens le plus matériel et enraciné du terme. Et cette atomisation est véritablement ce qui met à mal la société, le modèle social et anthropologique, qui repose avant tout sur les idées de lien, sur les idées de don, sur les idées de transmission. Je ferai ici une petite aparté en parlant de l'anthropologie du don chez Marcel Mauss, que cite souvent Michéa, puisque à la base de cette conception, il y a l'idée que l'individu ne peut exister que dans son rapport à l'autre, et que dès lors qu'il est coupé de ce rapport à l'autre, il cesse d'être un individu. Tu parlais tout à l'heure du processus d'hominisation, on peut également parler du processus d'individuation qui n'est pas du tout assimilable à la logique individualiste du libéralisme. Le processus d'individuation, c'est ce qui nous permet de nous constituer comme individus à partir d'un ensemble par rapport auquel on va se positionner. Je dis souvent que si l'on veut transgresser une norme, il faut que cette norme soit préalablement établie. Et on ne peut se construire que par référence à cette norme, y compris pour la transgresser. Donc l'idée selon laquelle l'abolition et la défragmentation de toutes les normes serait l'essence même de la liberté, je dis que c'est justement précisément ce qui empêche tout individu d'accéder à la véritable liberté. Donc je voudrais faire deux petites remarques là qui complètent un peu ce que tu viens de dire sur notre mode. Bon, on parlait tout à l'heure de cette fuite en avant effrénée vers à la fois le prodige, cette absence de limite, d'ailleurs qui était chère à certains philosophes, notamment Arnonès, qui avait beaucoup réfléchi sur cette notion de limite. Mais je crois que plus fondamentalement, elle touche aussi au cœur d'enseignements qui étaient ceux de lointains ancêtres,
je pense à nos chers Grecs, à savoir la notion d'hubris. La notion de démesure, là, nous sommes totalement dans un hubris qui se déploie sur différents champs, en particulier celui que tu as décrit, donc, et qui, en fin de compte, fait que nous sommes en contradiction avec, la sagesse des anciens, qui nous avaient appris ce sens de la mesure. Donc nous avons oublié aussi ces enseignements et nous en payons le prix actuellement. Et je crois que on est vraiment en dissonance avec ce qui nous constitue. En tout cas, là, je parle de cette part européenne de l'humanité, parce que cette tradition est la nôtre, comme l'a pu le rappeler avec talent feu Dominique Vénère, à travers bien sûr ses réflexions sur les Grecs et sur l'Iliade et l'Odyssée, la pensée homérique en général, dont bien sûr nous sommes amenés à reparler régulièrement, parce que ce sont aussi des fondements qui sont nôtres de cette manière. D'autre part, tu parles par rapport à ce que tu disais sur justement les effets. Or, on parlait de communauté. Moi, je crois qu'aussi il faut bien redéfinir les choses. Ce terme de communauté a eu plusieurs acceptions, d'ailleurs, dans les différentes phases d'existence de notre famille de pensée, la nouvelle droite pour la nommer, comme le savent beaucoup de nos auditeurs. On s'est référé à plusieurs travaux, à plusieurs penseurs de cette idée de communauté. Il y a eu les penseurs communautariens nord-américains, qui avaient une définition assez particulière de cette communauté. Moi, j'ai tendance plutôt à mettre en avant celle de Ferdinand Tönnies, ce sociologue allemand qui, en fait, différenciait, faisait une dichotomie entre communauté et société, en montrant que la communauté, c'est une forme de relations humaines qui est de nature organique, qui se base justement sur ces cercles d'appartenance, mais qui sont vécus naturellement et qui ne sont pas imposés de l'extérieur sous une forme mécaniste, qui ressort, elle, de l'ère des Lumières, de l'ère du contrat. Ce qui nous amène à la notion de société, de Gesellschaft. Donc je crois qu'il faut quand même essayer de discerner les ambiguïtés autour de ce terme de communauté. En tout cas, celles qui nous sont chères et celles que nous voulons voir réactivées. Moi, je pense avant tout des communautés organiques doivent être réactivées. Or, on citait tout à l'heure Maffezoli, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, communauté, ça peut être une communauté de joueurs de cartes, communauté, d'amateurs de musique gothique, de motards, voilà. Ce sont en fait de compte des inclinaisons personnelles, des choix, des goûts personnels, qui vont fonder ce qu'on appelle des pseudo-communautés. Des communautés éphémères. Voilà, des communautés éphémères, sectorielles, qui relèvent justement de cette appétence de consommation. Des communautés de l'apparaître, c'est-à-dire des communautés du signe, qui ne se distinguent que par leur signe extérieur d'appartenance. Voilà. C'est ça qui est important. Par rapport à ce qu'elles portent fondamentalement, et ce qui ce qui a fait en fait de compte des communautés pendant des milliers d'années dans la plupart des civilisations de cette planète. Et je pense que d'ailleurs que cette résurgence de la thématique communautaire est justement peut justement être interprétée comme une réaction à l'atomisation libérale, c'est-à-dire que dans une ère d'atomisation et d'individualisation absolue, les individus sont en demande de repères à partir desquels ils peuvent s'identifier à un tout et avoir un sentiment d'appartenance qui peut aussi donner un sens à leur existence, puisque ce qui fait l'individu humain, ce n'est pas simplement sa dimension matérielle. On parlait tout à l'heure de Sade. Sade est un matérialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui considère qu'il n'y a rien d'autre dans l'individu que sa dimension corporelle et sensible. On a la preuve, je pense, par l'histoire, que l'être humain est quelque chose qui se définit par un au-delà de la dimension matérielle, par ce qu'on appelle la dimension symbolique. Et cette dimension symbolique, elle n'est pas réductible à des intérêts matériels ou à des problématiques d'ordre sensible et matériel. La notion de gratuité, la notion de quelque chose qui ne s'achète pas. Et ça aussi, lorsque vous discutez avec des jeunes générations, avec des étudiants ou des élèves, leur faire comprendre que dans les sociétés anciennes, il y avait des choses, mais qui n'avaient pas de prix. On n'avait même pas l'idée de la monnayer, de la quantifier. Ce sont des notions qui ont le plus grand mal à admettre de certaine manière. C'est assez confondant. Pour finir sur la question de l'immatérialité, de la dimension immatérielle de l'individu, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les individus ne se sont peut-être jamais sentis éprouvés sur le plan subjectif comme libres, ils ne se sont peut-être jamais sentis
comme aussi libre qu'aujourd'hui, et pourtant c'est aujourd'hui que l'on a affaire aux cas les plus nombreux de détresse, d'angoisse, d'isolement, de malheur, de dépression par exemple. L'augmentation croissante de la dépression au cours des dernières années, alors que nous sommes dans une société qui justement a à cœur d'étendre au maximum les libertés individuelles. Comment se fait-il que dans une société où les individus sont supposés être de plus en plus libres, ces mêmes individus soient dans le même temps de plus en plus malheureux? Est-ce que ça ne veut pas dire profondément que ce qu'on leur a présenté comme une liberté, finalement, est éprouvé organiquement, pour le coup, comme une aliénation réelle et une aliénation objective? 10 millions de femmes célibataires et 8 millions d'hommes célibataires en France. Non, effectivement, c'est vrai que c'est un des gros problèmes des temps que nous vivons. Nous sommes des sociétés profondément anxiogènes et pathogènes. Et tout à l'heure, tu parlais de mixophobie. En réaction par rapport au métissage obligatoire, à cette volonté, mais je veux dire effrénée, hallucinante de vouloir dissoudre de toute forme d'identité, toute forme de substance, de cette manière. Effectivement, dans cette époque-là où nous vivons, les réactions se font sur un mode pathologique, des pathologies sociales. C'est le gros problème, vraiment. L'identité est une question qui nous est chère, qui sont fondamentales, mais effectivement, certaines réactions vont se faire sous forme de crispation, qui sont totalement anormales, au sens propre du terme, alors qu'avant, ces identités, et on rejoint cette notion de mesure, elles étaient vécues naturellement, souvent quand elles n'étaient pas pensées en tant que telles, d'ailleurs. Donc c'est vrai que notre défi, il est immense, de cette manière. Il faut essayer d'éviter ces deux écueils. Il faut essayer de jeter le bébé à l'eau du bain, d'avoir la tentation de rester dans des oppositions binaires, en fait, dans ces effets miroirs qui se nourrissent les uns des autres, et d'essayer de retrouver cette juste voie, en sachant garder raison au bon sens du terme, et cela se fait bien sûr par plusieurs processus qui sont à la fois redéfinir une nouvelle anthropologie avec des comportements, avec une prise de distance par rapport à ces processus aliénants qui font partie de notre quotidien, il ne faut pas se le cacher, et contre lesquels nous devons lutter de nous-mêmes personnellement, en nous-mêmes par rapport à leurs actions. Et puis ensuite, des facteurs structurants qui sont une vision du monde, qui sont des enseignements, qui sont une connaissance que nous devons réactiver et que nous devons refaire nôtre et profondément intérioriser. Pascal ? Oui, Pascal, tu parlais du caractère hallucinant de l'impératif de métissage. Et dans La gauche du capital, Charles a un passage où lui parle pas du caractère hallucinant, mais il dit tout simplement que il pointe du doigt le caractère totalitaire au sens originel du terme. C'est-à-dire que le projet civilisationnel à vocation universelle d'une société intégralement métissée, elle est... d'ailleurs, tu prends... si je me souviens bien, l'ensemble des déclarations des hommes politiques de tous bords. Oui. Ce travail-là est assez intéressant, je trouve, dans ton livre. Oui, c'est de montrer que c'est un projet qui n'émane pas simplement d'un camp politique ou d'une famille idéologique, mais qui est partagé par tous. Et d'ailleurs, c'est en ce sens-là surtout que j'entends le mot totalitaire, c'est-à-dire c'est un projet total. Et d'ailleurs, je ferai remarquer simplement pour attirer l'attention de nos auditeurs sur ces sophismes ordinaires du libéralisme, à savoir que le libéralisme promeut à la fois l'idée que chaque individu finalement est unique, mais en même temps, il n'hésite pas à rassembler les individus sous la catégorie d'ethnie, puisqu'il n'y a pas de métissage possible, à moins de considérer qu'il y a bien des ethnies différentes. Donc on est en pleine contradiction du libéralisme qui en même temps ne cesse de considérer que finalement cette notion de différence est une différence abstraite, c'est une construction sociale, mais c'est une construction sociale qu'on admet parfaitement dès lors qu'elle peut servir les intérêts homogénéisateurs, j'ai envie de dire, du libéralisme. Et d'ailleurs, je me permettrai de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, par rapport à cette évacuation de la raison dans le raisonnement politique. Je voudrais simplement vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai participé à un séminaire de philosophie des sciences. Nous étions une petite dizaine à assister à ce séminaire et puis nous évoquions des questions liées par exemple aux évolutions des techniques biomédicales, par exemple la reproduction artificielle, les cas de clonage thérapeutique, etc. Et la question que nous devions traiter était de savoir si l'on pouvait considérer comme légitime l'autorisation de la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels à partir de la thématique du droit. Et chacun a donné son avis et à un moment donné, l'une des personnes qui assistait à ce cours, qui est un
un homme qui a une formation de physicien, qui était un enseignant en physique d'une 40aine d'années, a pris la parole. Et là, il a eu cette réponse que j'ai trouvée absolument magique. C'est-à-dire qu'il a dit, lorsque je réfléchis, je suis contre, sous-entendu, je suis contre la manipulation artificielle de la vie humaine. Mais si je suis contre, cela signifie que je suis homophobe. Puisque la conséquence, c'est que je refuse le droit aux homosexuels de pouvoir bénéficier de la procréation médicalement assistée alors qu'elle est autorisée aux hétérosexuels. Et il était donc dans l'impossibilité totale de répondre à la question, et je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que toi qui es un physicien, toi qui est censé mettre en place des procédures méthodologiques fondées sur la raison, c'est-à-dire on envisage une hypothèse, on l'éprouve et puis on en dégage une conclusion. Je lui dis, tu te rends compte que tu places la conclusion avant même toute possibilité de raisonnement, de peur que la conclusion de ton raisonnement soit à l'encontre de ce que tu cherches à dire. C'est-à-dire que tu places la réponse avant la question, et ça c'est quelque chose de parfaitement irrationnel, c'est quelque chose qui va à l'encontre même du bon sens. On ne peut pas répondre à une question parce qu'on s'interdit d'envisager une autre réponse possible. Et je pense qu'on est vraiment là dans un cas typique d'impossibilité psychologique, et je dis bien psychologique, d'envisager certaines questions autrement que sur le plan affectif et sur le plan du droit. Et c'est ça qui est au cœur de la pensée libérale, c'est l'idée que tout processus de progrès social doit impérativement être un processus qui vise à l'augmentation des droits, comme si toutes les questions qui se posaient aujourd'hui étaient des questions de droit. Et d'ailleurs, il suffit de regarder autour de soi de temps en temps pour se rendre compte à quel point cette idée du droit est omniprésente, y compris dans les relations les plus quotidiennes. C'est-à-dire que dès lors que l'on va émettre un jugement sur l'action ou le comportement de quelqu'un, la personne va nous rétorquer instantanément « j'ai le droit ». Je fais ce que je veux. Et c'est cette idée, c'est un peu ce que je résumais de manière ironique lorsque je parlais de l'émission C'est mon choix, qui finalement a donné la formule libérale par excellence, celle qui autorise chaque individu à se référer à son propre système de normes sans avoir à s'en justifier et en considérant que cela relève de sa liberté privée et qu'à ce titre, il n'a pas de compte à rendre. Oui, d'ailleurs, juste avant de te donner la parole, parce que ça a été l'argument principal par rapport au mariage homosexuel, c'est-à-dire ça ne retire aucun droit, ça en ajoute. Et donc c'était forcément bien, puisqu'en effet on gonflait la sphère des droits. Non, je ne veux pas dire grand-chose, je veux simplement que cette rhétorique omniprésente, elle est simplement le facteur le plus éclairant de notre aliénation. Le fait de mettre le droit, cette notion de droit à toutes les sauces, systématiquement, donc on est vraiment c'est vraiment le reflet profond de cette aliénation profonde que subissent la majorité de nos contemporains. À partir du moment où l'aliénation est vécue comme une liberté, le système a gagné. Je pense qu'on a fait, alors on n'a pas fait le tour avec Charles, mais on a quand même bien débroussaillé. Les auditeurs le feront en achetant, en lisant et en intériorisant profondément les enseignements du livre de notre ami invité, Charles Robin, dont je rappelle le titre, La gauche du capital, libéralisme culturel et idéologie du marché, donc préfacé par David Lépée, aux éditions Crisis, pour la modique somme, de 18 €. Voilà, franchement, c'est donné. Non, franchement, un gros effort, avec une superbe couverture d'Eric Heidenkopf, qui en dit long, d'ailleurs, qui pourra plaire à tes anciens condisciples, de cette manière. Ça leur plaît déjà, je crois, d'après ce que je sais. C'est de la subversion, ça devrait leur plaire. Et simplement, si tu me permets, quelques indications. Donc, j'invite tous les auditeurs qui souhaiteraient creuser un petit peu la question à se rendre sur mon site internet, charles-robin.com, et ils y trouveront également, en plus des liens vers mes livres, toute une série d'audioconférences que j'enregistre de temps à autre et que je mets en ligne et qui permettent d'introduire un petit peu ma pensée. Donc toutes ces vidéos sont en accès libre, donc n'hésitez pas à vous y référer, également sur ma chaîne YouTube Charles Robin ou sur ma page Facebook. Et une dernière chose, j'indique à tous nos auditeurs que actuellement je travaille sur un projet de création d'une école populaire autonome à Béziers, une ville dont je suis originaire, comme j'ai eu l'occasion de le dire en début d'émission, et que à ce titre chacun est le bienvenu s'il veut apporter une contribution, y compris modeste individuelle, à ce projet que je crois faire partie justement de cette logique de reconstruction, de refondation. Alors, qu'est-ce que tu entends justement par école populaire École populaire autonome, ce serait une école primaire en l'occurrence, qui serait
principalement, essentiellement destiné à des enfants issus de milieux. Alors, beaucoup de termes pourraient qualifier ces situations, mais en tout cas des situations qui sont difficiles. Par exemple, des situations de difficultés sociales rencontrées par les parents, des parents en situation de handicap parfois. Et c'est une structure qui pourrait donc s'adresser à ces enfants et leur permettre d'avoir, disons, un enseignement. Donc, il y a une charte sur la page Facebook. Donc, vous tapez École populaire autonome Béziers, ou vous vous rendez sur ma page Facebook directement, vous aurez le lien et la charte est mise en ligne et vous pourrez donc vous faire une idée et puis décider ou non de contribuer à ce projet, sachant que dans le cadre de ce projet, j'ai également lancé une opération qui vise à revisiter les textes philosophiques sous forme de contes pour enfants et pour adultes. J'ai notamment écrit un conte qui reprend l'allégorie de la caverne de Platon et qui d'ailleurs a été très généreusement relayé par le site JRE de Farida Belgoul, que je salue au passage. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez apporter votre contribution à ce grand édifice sur lequel nous travaillons actuellement. D'ailleurs, sur la 4e couverture, on parle aussi d'une association Critics. Alors non, c'est une association que j'ai créée lorsque j'étais étudiant et à partir de laquelle j'ai essayé de faire venir certains intervenants extérieurs, y compris extérieurs au monde de l'université. Donc la dernière fois que nous avons organisé un colloque, c'était avec Dany Robert Dufour, Serge Latouche, Jean-Pierre Lebrun, autour du thème crise du capitalisme ou crise du sens, d'ailleurs dont les vidéos sont accessibles sur mon site internet. Et d'ailleurs, je ne désespère pas de pouvoir convertir ces interventions sous forme de publication, donc affaire à suivre.